Le scrutin présidentiel s'annonce très serré en Autriche. Première indication ce soir, le candidat d'extrême droite possède une très légère avance sur son rival écologiste. Les résultats définitifs seront connus demain. Départ officialisé cet après-midi de l'ancien ministre de la Défense Moshe Ya'alon en Israël, mais l'arrivée d'Avigdor Lieberman à sa place au gouvernement Netanyahou ne changera rien à la politique d'Israël sur le dossier palestinien. C'est ce que promet Netanyahou. Et puis la visite du Premier ministre Manuel Valls en Israël. Il était tout à l'heure l'invité d'I24 News. On va revenir en détail sur son intervention dans un instant. Voilà, environ 50 minutes d'entretien donc accordé par Manuel Valls tout à l'heure dans ce studio à Paul Amar et Apolline de Malherbe pour BFM TV. Entretien sur lequel on va revenir en détail avec vous, Julia Ganancia. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Il a bien sûr été question de diplomatie. On rappelle que c'est demain que Manuel Valls va rencontrer Benyamin Netanyahou et il va évidemment évoquer ce dossier qui est très sensible ici en Israël, celui de l'initiative de paix française. Effectivement, et comme vous l'avez dit, 50 minutes d'intervention pour beaucoup parler de ce processus de paix. Il en a été beaucoup question. Ce n'est pas utopique, c'est difficile, mais ça vaut la peine, dit-il. Le statu quo aujourd'hui mène à l'impasse. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Et notre initiative, et Jean-Marc Ayrault l'a dit il y a une semaine à Benjamin Netanyahou, n'est pas une initiative dans le dos d'Israël. Pierre Vimon, l'envoyé spécial du gouvernement, est venu ici à plusieurs reprises. Nous pouvons aussi nous appuyer sur les travaux du Quartet qui travaille sur cette question-là, la réconciliation depuis des années. Donc, qu'il y ait du scepticisme, mais c'est évident. Mais quel le rôle des grandes puissances, comme des acteurs de la région, c'est de permettre que le dialogue s'organise. Donc, voilà, que le dialogue s'organise, que le dialogue reprenne, parce que le processus de paix est finalement complètement à l'abandon depuis 2014, depuis l'initiative de John Kerry. Alors donc Manuel Valls défend cette volonté, alors que deux erreurs ont été faites. On va revenir là-dessus. D'abord, le 14 avril dernier, le vote à l'UNESCO, on en a beaucoup parlé, une décision conflictuelle pour Israël, et d'entrée de jeu, justement, face à Paul Amar, d'entrée de jeu, c'est justement cette résolution votée par la France qui s'est invitée dans le débat. Manuel Valls a tenu à s'expliquer, écoutez-le. Mais nous avons regretté ce vote. Ce fut une erreur. Le président de la République l'a dit très clairement. Comment nier la place du judaïsme, l'identité juive de Jérusalem? Mais ça n'a aucun sens. C'est même contraire tout simplement aux faits, à l'histoire. Pourquoi la France l'a voté dans ces cas-là? Est-ce que ça veut dire que la diplomatie française n'est pas tenue? Non, il peut y avoir parfois des erreurs. Il y a eu des amendements qui ont été apportés à cette résolution. Nous l'avons regretté. La page est tournée et personne ne peut un seul instant penser que la France nierait les origines juives, les racines juives de Jérusalem. Voilà, première erreur sur laquelle il revient. Et puis la deuxième, c'est celle de Laurent Fabius. C'était en janvier, il était alors ministre des Affaires étrangères et il déclare que si jamais le processus de paix n'aboutit pas, eh bien de facto, la France reconnaîtrait la Palestine. Autrement dit, Israël a considéré que la négociation ne servait à rien puisque les jeux étaient faits sans que l'on prenne en considération leurs exigences. Donc la tâche principale de Manuel Valls, c'est bien de relancer le processus de paix. C'est une grande ambition française. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des initiatives comme ça, mais les rapports entre la France et Israël sont tendus. On a vu la semaine dernière Jean-Marc Ayrault avec Benyamin Netanyahou. L'accueil n'a pas été très chaleureux, c'est le moins que l'on puisse dire. Aujourd'hui, un accueil beaucoup plus chaleureux pour Manuel Valls, qu'il a dit sur notre plateau, mais aussi tout au long de la journée, qu'il était un ami d'Israël. Alors, il a été question également de politique et de situation française avec Manuel Valls, et notamment de la menace terroriste qui perdure en France. Tout à fait, et il a redit son inquiétude. Comme un ancien finalement aussi ministre de la Défense, de l'Intérieur, il parle du contexte terroriste et le Premier ministre souligne que la menace terroriste est toujours extrêmement élevée en France, que la France est en première ligne face à la menace de l'État islamique. Alors dans ce contexte, on ne peut pas ne pas penser à l'Euro 2016. Comment ça va s'organiser si finalement la France est étant touchée par la menace terroriste? Comment tout cela s'organise? Je vous propose de l'écouter. Il faut vivre. J'ai dit il y a quelques mois à des jeunes que leur génération allait vivre avec le terrorisme. Ça m'a été reproché. Mais nous allons vivre avec le terrorisme, et le mot le plus important, c'est vivre. Et une démocratie,
elle doit être capable de se donner les moyens de combattre le terrorisme, d'être impitoyable face au terrorisme, et en même temps de vivre. Parce que ce qu'on a voulu atteindre en 2015, chez nous, c'est notre art de vivre, notre culture. On a tué des jeunes. Donc la réponse, c'est aussi la vie. Et la vie, c'est le sport. Mais allez-vous et la pendant vie, ce temps-là interdire les manifestations, par exemple? Vous ne pourrez pas avoir tout à la fois. L'euro doit avoir lieu. Y compris les fan zones, qui sont quand même des lieux de rassemblement beaucoup plus difficiles à contrôler. Oui, mais qui vont être protégés, contrôlés par des services publics, des services de sécurité publique et privés. Sauf événements, sauf menaces particulières, ces fan zones sont maintenues. Parce que c'est une force. Et vous aurez les moyens d'aller partout. C'est une force pour nos 10 villes. Mais nous n'allons pas annuler le Tour de France. Nous n'allons pas annuler le Festival d'Avignon ou le Festival d'Aix ou de Montpellier. Nous avons besoin de vivre. Parce que sinon, c'est la peur. Et la peur, c'est le repli sur soi. Et c'est une victoire des terroristes. Voilà donc, vivre malgré la menace terroriste, continuer à vivre, c'est le message qu'a délivré tout à l'heure Manuel Valls. Merci Julia Ganancia. La visite de Manuel Valls qui est également très diplomatique, on vous l'a dit, porter ce message que Israël doit continuer, ce processus de paix doit aboutir dans ses négociations avec les Palestiniens. C'est la fameuse initiative française que vient défendre Manuel Valls. Comment les Israéliens voient-ils justement cette démarche de la France? Écoutez ces témoignages recueillis à l'université de Haïfa dans le nord d'Israël. C'est un reportage de Léa Berdugou. Relancer le processus de paix au Proche-Orient, le défi est immense et pourtant la France s'est engagée à le relever. Mais en Israël, la population y croit-elle encore? Nous sommes à l'université de Haïfa dans le nord du pays, une ville de près de 280 000 habitants, symbole de la coexistence entre juifs et musulmans. Deux populations habituées aux tentatives de paix et à leurs échecs. J'espère que l'initiative française aidera, mais je crois que cela ne changera rien. Il faut faire évoluer les choses de l'intérieur. C'est notre pays qui doit initier cela et pas un autre. Léo est étudiante en psychologie. Pour elle aussi, il n'y a qu'une manière de résoudre le conflit, des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens. Elle en profite pour lancer un appel à Manuel Valls. Je pense que si le Premier ministre français veut aider à promouvoir la paix, il doit venir ici, y rester 1 mois ou 2 pour se rendre compte de notre vie, parce que c'est compliqué et rien ne peut être réglé de l'extérieur. La plupart des étudiants ne croient plus à l'aide internationale, mais d'autres croient encore en l'influence de la France. S'ils peuvent réussir à appliquer leurs valeurs de démocratie et de respect des droits de l'homme au conflit israélo-palestinien, et puisque dans les pays voisins on croit à la paix et on croit à cette initiative, je pense qu'il y a une opportunité pour la paix. Si les dirigeants palestiniens semblent accueillir l'initiative française avec enthousiasme, Manuel Valls devra se montrer convaincant face à un Benyamin Netanyahou réticent, une semaine après sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. Attention. Alors, on va accueillir à présent 2 députés français dans le cadre de cette visite officielle du Premier ministre Manuel Valls. Je salue Meir Habib, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Vous êtes député UDI des Français de l'étranger. Et avec vous, Pascal Poplin, bonsoir. Bonsoir. Député PS de Seine-Saint-Denis et vous présidez le groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Alors, on a entendu Manuel Valls tout à l'heure. On voit bien qu'il y a une espèce de malaise en ce moment entre Israël et la France. On a vu la visite de Jean-Marc Ayrault. C'était très tendu avec Netanyahou. Manuel Valls qui arrive en ami d'Israël, mais qui en même temps vient défendre cette initiative de paix dont, visiblement, les Israéliens ne veulent pas. C'est un peu compliqué. Pascal Poplin? Qu'est-ce qui caractérise l'amitié en général? C'est qu'on se dit toutes les choses parce qu'on a confiance pour pouvoir se dire les choses. L'amitié, c'est pas de dire la même chose que l'autre, c'est de dire ce qu'on pense qui est bien pour ses amis. Et je crois que c'est ce que fait le Premier ministre dans cette visite. Et je compte beaucoup sur l'échange direct qu'il pourra avoir avec le Premier ministre israélien demain, pour que, si malentendu il y a, et je ne le crois pas, il puisse y avoir dissipation de ce malentendu. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tomber d'accord demain soir en sortant de leur rendez-vous, mais ça veut dire que chacun aura pu mesurer la sincérité de l'autre et de la démarche qui est proposée par le gouvernement de la République française. Mais Yarabi, vous pensez vraiment que les Israéliens vont se rallier à cette démarche? On voit bien que Netanyahou n'en a pas envie. Non, vous pensez qu'ils vont? Non, à mon avis. D'ailleurs, j'en discutais avec Manuel Valls, ça ne va pas être leur seul sujet de discussion. Il essaie un peu de recoller les pots cassés. C'est pas simple, parce que la France a quand même voté
une résolution qui est immonde. La fameuse résolution sur l'UNESCO. Sur l'UNESCO. Les 2 lieux les plus sacrés du judaïsme ont été votés comme des lieux de culte musulmans. C'est une honte, c'est négationniste, c'est contraire à la réalité, contraire à l'histoire. On se met hors jeu, on ne peut pas être jugé parti, on a choisi notre camp. Alors, Manuel Valls, que j'accompagne et qui m'a invité dans sa délégation, même, malgré que je sois un député de l'opposition, en tant que député des Français de l'étranger, est un ami d'Israël. Un vrai ami d'Israël, et il est aussi ami des pays arabes, c'est absolument pas contradictoire. Demain, il aura une discussion franche, longue, avec le Premier ministre de l'État d'Israël. Ils vont se dire chacun ce qu'ils ont à dire. Je pense que les Israéliens, en tout cas c'est la position qui, sur ces questions, pensent que la France est juge et partie, qu'elle a choisi son camp. Je vous rappelle, Jean-Charles Banoun, qu'à l'époque, Laurent Fabius avait dit quoi qu'il arrive de toutes les façons, après le sommet, nous reconnaîtrons quoi qu'il arrive à l'État palestinien. C'est absolument contre-productif. Aujourd'hui, Israël ne peut pas prendre de risques. Les Palestiniens et les Israéliens doivent s'asseoir. Ils ne sont pas d'accord sur tout, à état de négociation pour essayer de faire la paix et d'avancer. Mais c'est très complexe. Vous croyez qu'on arrive à faire la paix actuellement en Syrie, en Irak, au Liban? Ça massacre. Mais là, le contexte n'est pas le même. Vous pensez que cette démarche française, vous la voyez comme une vraie solution pour le Proche-Orient, même si les Israéliens n'en veulent pas, Pascal Poquelin ? Je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Qui pourrait prétendre aujourd'hui avoir la solution toute faite à un problème qu'on n'a pas réussi à régler depuis plus de 60 ans. Mais ce qu'on peut constater, c'est que depuis 2014, les discussions sont au point mort. Et la responsabilité de la communauté internationale et d'un pays comme la France, qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est une puissance qui rayonne par sa diplomatie, par ses capacités d'intervention militaire, qui a eu un rôle historique dans cette région, qui a eu un rôle historique dans la reconnaissance de l'État d'Israël en 1948, eh bien le rôle de la France, c'est d'essayer de faire en sorte de relancer ce processus. C'est pas simple, mais en même temps, nous ferions une grave erreur de ne rien tenter. Et en tout cas, en aucune manière, il ne s'agit de réunir les partenaires extérieurs aux 2 protagonistes pour leur dire ce qu'il convient de faire. Mais il s'agit d'essayer, en toute modestie, en toute humilité, d'apporter sa pierre à un processus que nous considérons comme indispensable, parce qu'il faudra bien qu'un jour, il y ait la paix dans cette région. Alors, Manuel Valls a quand même rappelé aujourd'hui aux Israéliens qu'il fallait arrêter de construire en Cisjordanie. Ça aussi, c'est un sujet épineux parce que les Israéliens ne le voient pas comme les Européens le voient, et notamment comme les Français le voient. Alors Manuel Valls, c'est l'ami d'Israël, mais en même temps, il dit qu'il faut arrêter de construire en Cisjordanie. C'est la position traditionnelle de la France. Et moi, vous savez ce que j'ai envie de dire tout à l'heure, Manuel Valls a dit qu'il faut vivre. Moi, je dis la chose principale aujourd'hui. Pour vivre, vous savez ce qu'il faut ? Il faut vaincre le terrorisme. Le monde aujourd'hui, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen en France, derrière chaque synagogue, derrière chaque église, derrière chaque restaurant, derrière chaque stade de football. Le terrorisme, je le dis depuis des années, il y a des pays qui le soutiennent, qui le financent, qui l'abritent. Ces pays, on les connaît. Parfois, on flirte avec ces pays. Il faut être impitoyable, il faut vaincre le terrorisme. C'est fondamental. Regardez cet avion en Égypte. On n'a pas encore de résultat définitif. Ma conviction, on en parlera, j'espère me tromper en tout cas, et là s'ils sont morts, c'est que c'est encore un attentat terrorisme. On a un cancer aujourd'hui. Alors c'est important de vouloir résoudre le conflit israélo-palestinien. Ça fait 70 ans qu'on ne l'a pas résolu. C'est toujours une bonne chose, et s'il y a de la bonne volonté avec des partenaires qui sont neutres, c'est une bonne chose. Mais avant tout, vaincre le terrorisme. Et on en est très loin actuellement. Je suis très inquiet pour nos démocraties, je suis très inquiet pour le monde, on voit ce qui est en train de se passer. On a eu près de 140 morts en France en 2015 dû au terrorisme. Et c'est un phénomène, Manuel Valls l'a parfaitement rappelé, je suis encore une fois un député de l'opposition tout à l'heure, il y a des milliers de djihadistes qui s'entraînent en Syrie. Le monde est extrêmement faible. Et au lieu de se concentrer, c'est pas mal d'essayer d'aider les Palestiniens, les Israéliens, mais avant tout de se concentrer sur les djihadistes, ce terrorisme scantière qui gangrène l'humanité. Vous êtes d'accord ? Il faut que la France arrête de trop s'intéresser à la situation au Proche-Orient et se concentre plus sur la lutte contre l'islamisme radical ? Moi, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Je crois qu'il est admis par tous que depuis 3 ans, jamais un gouvernement français n'avait fait autant d'efforts pour lutter contre le terrorisme, que ce soit sur les théâtres extérieurs, en y engageant des forces, que ce soit sur le plan intérieur, en menant une lutte implacable, sans concession, à la fois sur les principes et dans les actions. Et puis aussi, quand même, ce voyage a une dimension économique, ce voyage a une dimension éducative,
On était tout à l'heure à l'université de Tel Aviv, on a rencontré des start-up, on a vu ce matin les partenariats qui peuvent exister avec des grandes entreprises françaises comme EDF dans le domaine des énergies renouvelables. Et ça aussi, ça participe de construire la paix, ça participe de lutter contre l'obscurantisme. Donc c'est en ce sens qu'au-delà des aspects diplomatiques... Donc surmonter les préjugés et notamment les appels au boycott qui sont lancés, parce que Manuel Valls le Premier ministre a été d'une immense clarté sur le sujet, en disant d'abord en rappelant que la France ne s'était jamais associée à ce type d'initiative, qu'elle les avait même combattues et qu'il considérait que ça n'avait pas de sens d'avoir ce type de pratique quand on recherche sincèrement la paix dans la région. Vous savez, c'est Nelson Mandela qui disait ça. On lui demandait comment il avait pu faire non seulement la paix, mais ensuite travailler avec des gens qui lui avaient fait ce qu'il lui avait fait. Et il a répondu, on ne peut faire la paix qu'avec ses ennemis. Là-dessus, Manuel Valls a une position plus claire que beaucoup d'autres leaders politiques là-dessus, sur le boycott justement? Absolument, je tiens à le dire, moi je l'ai toujours dit, moi je suis un député absolument libre, il a été absolument clair là-dessus, et force est de le dire et de le constater. Il y a évidemment des divergences. Tout à l'heure, il a parlé de Jérusalem, capitale de deux États. On ne fera pas avancer. Israël est la capitale du peuple juif et de l'État d'Israël depuis sa création et depuis 3000 ans en l'occurrence. Et de penser qu'un jour on coupera en deux la vieille ville et par définition faire échouer les négociations. Oui à la liberté de culte aux trois religions à Jérusalem, aux chrétiens, aux musulmans et aux juifs. Mais Jérusalem restera la capitale unifiée de l'État d'Israël. C'est ma conviction intime, c'est la conviction de l'écrasante majorité d'Israéliens. Mais de toute façon, entre amis, on peut avoir des points de divergence. Et c'est ça l'amitié. Dans la même famille, des fois, on a des points de divergence. Est-ce que Manuel Valls est un ami de l'État d'Israël? Sans aucun doute, oui. Il a été question, donc on l'a dit, de terrorisme. Quand Manuel Valls dit qu'il faut continuer à vivre aujourd'hui parce qu'on ne peut pas faire gagner les terroristes, même si il reconnaît que la France est la cible numéro 1 de Daesh, ça fait quand même froid dans le dos parce qu'on est à quelques semaines de grandes manifestations. Il va y avoir l'Euro de foot. Vous êtes inquiet ou pas, Pascal Popelin? Est-ce qu'aujourd'hui la psychose peut disparaître au profit de manifestations aussi festives qui approchent? La psychose, il ne faut jamais y céder. Mais en même temps, le pire, il faut l'envisager, il faut s'y préparer. C'est la responsabilité de ceux qui gouvernent un pays comme la France. Nous le faisons. Garantir que ces mesures qui sont prises et qui sont d'une extrême rigueur du point de vue de la sécurité éviteront tout incident, ça, ce serait vraiment manquer totalement de sens commun. Mais en même temps, il faut aussi que notre réponse ne soit pas celle qu'attendent ceux qui veulent nous frapper. Qu'est-ce qu'ils attendent, ceux qui veulent nous frapper? Ils remettent en cause notre mode de vie. Ils veulent instaurer chez nous la psychose, la peur, la haine de l'autre. Et donc, si nous voulons répondre à cela et ne pas tomber dans le piège qui nous est tendu, bien sûr, il faut être attentif, vigilant, prendre des mesures, mais il faut également refuser de céder à ce diktat qui nous obligerait à renoncer à notre manière de vivre. Et c'est ce que nous essayons de faire. Voilà, donc continuer à organiser des manifestations et à autoriser aussi des manifestations parfois qui peuvent déraper, tout ça. La démocratie, déjà, c'est le droit de manifester. Alors après, moi, lorsque je vois des manifestations, des manifestants frapper des policiers, lancer des cocktails Molotov, c'est extrêmement grave. Ou bien nous sommes tous des casseurs, c'est extrêmement grave. Le droit doit se réveiller. Il y a eu beaucoup de laxisme aujourd'hui et avant. Aujourd'hui, on va avoir une unité nationale. Je ne crois pas qu'il en demeure aujourd'hui. Quand on voit le nombre d'interpellations qui ont été effectuées, le nombre de gardes à vue, le nombre de procédures, de condamnations qui ont déjà existé en comparution immédiate, de celles qui suivront sans doute, mais nous sommes un État de droit. Et dans un État de droit, la liberté de manifester en France, elle est constitutionnellement garantie. La plupart des gens qui viennent manifester le font en toute tranquillité, ils viennent opposer leur opinion à ce que peut proposer le gouvernement. Ce n'est pas au gouvernement de les en empêcher. En revanche, il faut distinguer ces manifestants, qui parfois d'ailleurs sont eux-mêmes la cible de ces personnes, des personnes qui, eux aussi, à leur manière, s'en prennent. C'est pas crapuleux. C'est sous-tendu derrière par une idéologie politique qui est celle de vouloir casser tous les modèles de démocratie et de liberté que nous avons mis 2 siècles à conquérir pour un pays comme la France. Donc pour eux, il faut absolument aucune indulgence. Il n'y a absolument aucun laxisme. Tous les gens qui... Maintenant, c'est pas facile d'arrêter, de trouver, d'avoir la certitude. On n'est pas non plus dans l'arbitraire. Et donc, avec les outils de droit qui sont ceux de la République française se défend contre ceux qui veulent l'agresser.
Merci à tous les deux, Meir Habib, Pascal Popelin, merci d'être passé dans ce studio, la visite officielle de Manuel Valls qui se poursuit demain avec notamment donc, cet entretien avec Benyamin Netanyahou. La pénurie d'essence en France, ça aussi c'est un dossier qu'a évoqué Manuel Valls. Il a dit que ce conflit n'avait plus lieu d'être, en tout cas les routiers n'avaient plus de raison de bloquer les dépôts qui continueraient d'être évacués. Il y en a eu d'autres aujourd'hui évacués d'ailleurs parce que, eh bien, dans certains cas, la pénurie commence à se faire sentir. Gabriel Nolin. Des stations fermées, des files de voitures sur plusieurs kilomètres. Le blocage des raffineries pèse sur le quotidien de nombreux automobilistes dans le nord-est de la France. Il faut attendre longtemps pour faire le plein. Ça fait une demi-heure et c'est la seule pompe à essence ouverte sur les 20 km. Après une heure de queue hier, j'ai mis de l'essence. Mais je sais que si ça continue comme ça, la semaine prochaine, ça va être un peu dur pour aller au boulot. Par crainte d'épuisement des réserves, les automobilistes ont pris d'assaut les stations de service. Résultat, 1500 stations sont en rupture partielle ou totale. Les autorités tentent de reprendre la main pour éviter une véritable pénurie. Mais pour l'opposition, le gouvernement a mal géré la situation. Le candidat à la primaire républicaine Bruno Le Maire dénonce ainsi l'absence de Manuel Valls, actuellement en visite en Israël. Une faute selon lui. Le Premier ministre tempère quant à lui l'ampleur de la pénurie. Nous maîtrisons pleinement la situation. Je pense que un certain nombre de raffineries ou de dépôts qui étaient bloqués sont débloqués ou vont l'être dans les heures et dans les jours qui viennent. Nous sommes très déterminés à ce qu'il n'y ait aucune pénurie en France. Des arrêtés préfectoraux sont en cours depuis vendredi pour tenter de calmer la crise. Interdiction de remplir des bidons de carburant en Seine-Maritime, dans le Calvados, dans le Nord, la Somme ou encore le Pas-de-Calais. Plusieurs préfectures ont même limité le volume maximal de carburant pour les véhicules à 20 ou 30 litres et à 40 ou 150 litres pour les poids lourds. Plusieurs stations-service ont été fermées, notamment dans l'ouest et le nord du pays. 4 raffineries sur les 8 de France sont affectées par la grève menée par les opposants à la loi travail. Des raffineries qui représentent 50% de la capacité de raffinage français. Pour calmer la grogne, le secrétaire d'État au transport Alain Vidalis a promis aux routiers de ne pas toucher à leurs heures supplémentaires, un volet sensible de la loi travail. En Turquie, le président Erdogan a trouvé ce soir un nouveau Premier ministre après le départ récent de Davutoglu et c'est un fidèle qui va succéder donc à l'ancien Premier ministre. Léa Volbert. Seul candidat en lice, Binali Yildirim est élu chef de l'AKP, le parti islamo-conservateur au pouvoir en Turquie. Ce dimanche après-midi, lors d'un congrès extraordinaire à Ankara, il a reçu le soutien de 1405 députés sur 1470. Le récent ex-ministre des Transports accède également à la tête du gouvernement puisqu'il remplace le Premier ministre démissionnaire, Ahmed Davutoglu. Et Yildirim n'entend pas perdre de temps. À peine sorti du Congrès, il doit s'atteler à la formation d'un nouveau gouvernement et aux grandes réformes du pays. La chose la plus importante que nous ayons à faire maintenant, c'est de changer la situation politique actuelle et de mettre fin à cette confusion. Il faut rédiger une nouvelle constitution et mettre en place un régime présidentiel. À 60 ans, Binali Yildirim est l'un des plus fidèles compagnons de route du président Erdogan. Et il n'a pas manqué de le rappeler, il a rendu un vibrant hommage à son ami, le qualifiant entre autres d'architecte de la Turquie. Arrivé au pouvoir en 2002, Erdogan est souvent taxé d'autoritarisme. Il envisage depuis longtemps la transition vers un régime présidentiel qui renforcerait largement ses prérogatives. Selon un récent sondage, une grande majorité d'électeurs se dit opposée à ce projet de réforme. L'opposition parlementaire crie au scandale, mais désormais, Erdogan peut compter sur son fidèle Premier ministre pour faire face. Et puis elle nous apporte tout frais, tout chaud, le palmarès du Festival de Cannes. Céline Barembaum, bonsoir. Palme d'or décernée à l'instant pour Ken Loach. Oui, une palme d'or très très débattue pour ce 69e festival. Il n'y a pas eu d'unanimité comme il y en a eu en 2013 pour La vie d'Adèle, mais c'est quand même le réalisateur britannique Ken Loach, 80 ans, qui a reçu la palme des mains de Mel Gibson. C'est quand même la deuxième fois de sa carrière. La première fois, c'était en 2006 avec Le vent se lève. Alors c'est un réalisateur très engagé. Il a livré un discours où il appelle à changer le monde. D'ailleurs, son film est un film social, ça s'appelle Moi, Daniel Blake. Le héros, en fait, se débat pour trouver du travail. C'est un sexagénaire et c'est un peu une satire de notre système dans les sociétés occidentales d'aujourd'hui. Alors tout ça, ça se passe dans un univers kafkaïen, parfois drôle, parfois injuste. On va regarder un extrait. Decision maker's going to be sending you a letter through the post. You're going to have to wait for that, and then you're going to. I've got my kids have got to start school tomorrow. I've got about 12 quid in my purse. Do you know what? All because you can't just calm down and listen to people when they talk. Right. You all Again, have to do this. do you know what? I've listened to you. Rules. You've created a scene.
I've created this. No, mate, I've created it. If I was going to create a scene, you'd know about it. You need to leave the building. I'm sorry, look. Okay, you need to. This is ridiculous. Jesus Christ! Do? Who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. There you go. Now you can go back to your desk and let her sign on and do the job that the taxpayer pays you for. This is a bloody disgrace. Listen, all right? This doesn't have to involve you. Everybody's trying to do their job here and you're creating more of a scene again. Voilà, drame social comme toujours avec Ken Loach. Et puis cette palme d'or, elle échappe une nouvelle fois à Xavier Dolan. Et oui, le petit prodige québécois qui repart presque bredouille du festival avec quand même le grand prix du jury pour son film Juste la fin du monde tiré d'une pièce de Jean-Luc Lagarde. Ça nous parle d'un héros, Louis, qui est atteint d'une maladie très grave, qui retourne dans son village après 12 ans d'absence pour annoncer sa mort prochaine à sa famille. Et là, les membres de sa famille sont présents avec plus ou moins de bienveillance. Alors il y a quand même un casting 4 étoiles, Gaspard Ulliel, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Léa Seydoux et Nathalie Baye. Allez, on a 20 secondes pour annoncer le doublé également d'un film iranien, Le Client. Oui, prix d'interprétation masculine pour Shahrab Hosseini pour un drame social qui parle du délitement d'un couple, et puis aussi prix du scénario pour ce réalisateur qui avait notamment réalisé Une séparation en 2011 qui avait eu beaucoup de succès en France. Dernier mot, mais vraiment 5 secondes, le prix d'un film britannique. Oui, prix du jury pour American Honey d'Andrea Arnold sur une bande d'adolescents dans le Midwest américain. Merci Lise Barenbaum, ça vient de se passer à Cannes, donc palmarès du festival. Dans un instant, eh bien Elsa Mimoun pour l'hebdo, retour sur l'actualité de la semaine. Bonne soirée.